Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, assalamu alaikum, la paix ici. Je vous salue d'où vous êtes. J'ai voulu ce soir avoir l'occasion de vous faire une sorte un peu de compte rendu, d'échanger avec vous. Ça faisait un bout sous ce format-là, après les derniers événements, pour surtout vous parler de l'avenir. Ce soir, je voudrais vous parler de l'avenir du Tchad. Parce que c'est ça qui importe au final. Ce qui est passé hier n'est pas forcément très important. Mais par contre, il faut bien relire ce qui est passé hier pour permettre en tout cas de mieux préparer l'avenir. Alors, je souhaite vous parler de l'avenir. Je souhaite vous parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques heures encore, pour illustrer mieux notre démarche pour l'avenir. Mais avant de revenir sur ce qui s'est passé ces quelques derniers jours, je souhaite vous convoquer à une histoire récente de notre pays. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il y a quelques années, lorsque un dialogue a été organisé avec un nom inclusif en 2018, vous étiez nombreux à dire que ce chemin n'était pas le bon. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Que vous aviez tort de ne pas vous inscrire dans la 4e République qui s'annonçait. Et que si vous ne faisiez pas partie de ceux qui n'étaient pas qui étaient d'accord avec cette 4e République qu'on annonçait, alors vous seriez en train de quitter le chemin de l'histoire. Que vous seriez hors réseau, si je puis ainsi m'exprimer. L'histoire ne vous a-t-elle pas donné finalement raison? Les organisateurs du forum de 2018 et de la 4e République sont revenus plus tard vous dire que au fait, vous aviez raison. De ne même pas être dans leur salle. De ne même pas vous associer à ce qui était déjà préécrit. Ensuite, les mêmes se sont reconstitués. On voulu un peu changer un peu de style, de méthode. On changé quelques visages. On mis un cirage sur un autre forum, un autre dialogue, avec un nom, Dialogue National Inclusif. Et puis, vous avez alerté encore une fois, en 2020 cette fois-ci, que ce qui était en train d'être fait n'était pas bon. On vous a dit non, c'est la meilleure des occasions et que si vous vous mettez en dehors de cela, vous seriez en marge de l'histoire. Au final, est-ce que l'histoire ne vous a pas forcément plus donné raison? Vous qui étiez dehors, plus nombreux, qui exigeaient la justice et l'égalité dans ce qui était en train d'être dit comme une messe déjà dite, comme une cuisine déjà préfabriquée. Je vais vous convier à autre chose. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il y a quelques années encore, lorsqu'il était totalement interdit de marcher, de nombreux leaders vous disaient non, ça ne sert à rien d'essayer de marcher. Pour arracher le droit de marcher même, c'était totalement interdit. Qu'on allait vous tuer, que c'était trop risqué, et qu'il fallait se conformer à cela, une démocratie sans respiration en quelque sorte. Parce que le droit de marcher, qui est un droit vital même, n'existait pas dans ce semblant de démocratie. Et puis, vous n'avez pas forcément demandé la permission pour marcher. Vous vous êtes autorisé le droit de marcher d'une certaine manière. Souvenez-vous, lorsqu'il était question d'aller vers ce 6e mandat, on vous avait dit que tout était déjà prêt, que les institutions étaient les meilleures institutions, que la constitution qui excluait 80% des Tchadiens était la meilleure constitution. Les mêmes organisateurs se sont reconstitués, ont même dit aux Tchadiens qu'au final, il y a un âge même de maturité. Que exclure les gens suivant leur foi, etc., ce n'était pas grave. Que se retrouver dans une élection où il y avait le même individu face à lui-même, ce n'était pas grave. Et puis, on s'acheminait vers cela. Mais vous avez dit quoi? Est-ce que vous avez demandé la permission pour vous y engager? Pour vous engager, pour changer le cours des choses? Évidemment non. Parce que vous étiez conscient que les lois qui étaient là, y compris la loi fondamentale, étaient injustes. Les méthodes qui étaient appliquées, vous saviez qu'elles n'étaient pas sur la base de l'équité et de l'égalité. Et les mêmes qui vous ont juré la main sur le cœur, que les institutions étaient les meilleures, que la constitution était la meilleure, que le dialogue là a réuni les Tchadiens dans leur vaste diversité venant de toutes les régions du pays. Ces mêmes-là, à la première occasion, vous ont dit « Ah non, finalement, on s'est trompé. Entre-temps, ce sont des vies perdues. C'est une vie perdue. C'est des vies perdues.
c'est un retard accusé. Et puis les mêmes se reconstituent cette fois-ci. Et quand vous demandez dans une constance la justice et l'égalité, pour que le peuple dialogue dans la justice et l'égalité, les mêmes, sans vouloir changer, vous urgent de rejoindre ce que vous qualifiez de monologue, mes chers compatriotes. Vous savez, garbage in, garbage out. La poubelle à l'entrée, poubelle à la sortie. Dans la manière de constituer les choses, dans la manière de tenir quelque chose. Si déjà ça est fait de manière inégalitaire et de manière injuste, ce qui va en ressortir sera totalement inégalitaire et injuste. Et alors, ça créera les conditions de ce qui est déjà là sous nos yeux. Ce Tchad dont nous ne voulons plus. Et ce Tchad dont nous ne voulons plus, c'est au final les deux Tchads qui existent même déjà. Le Tchad de ceux qui ont tous les droits et le Tchad de ceux qui ont tous les devoirs. Le Tchad de ceux pour qui, d'une certaine manière, le droit est à géométrie variable. Et le Tchad des autres qui ont le devoir de se soumettre. C'est Tchad-là qui existe déjà d'une certaine manière. Le Tchad de ceux qui sont obligés d'accepter l'inacceptable. Et le Tchad de ceux qui ont la capacité, la volonté, et par leur volonté doivent imposer, même si c'est à une vaste majorité, une manière de faire. Et ça vient encore là de se présenter là devant nous. Dans une période qu'on dit celle de dialogue, nous nous retrouvons donc avec une situation où certains ont le droit de dialoguer entre eux et d'autres n'ont pas le droit de dialoguer entre eux. Et sont sommés donc d'une certaine manière de se soumettre, ne serait-ce même si c'était à quelque chose qui est impopulaire, qui n'est pas inclusif, qui n'est pas en tout cas basé sur la justice, qui n'est pas basé sur l'égalité. Et ils sont sommés de manière, je dirais, bondocratique, à se soumettre à ce qui a montré pourtant ses limites. Pourquoi je vous évoque ces éléments de l'histoire récente de notre pays, où vous avez opposé une résistance à ce qu'on vous avait vendu comme quelque chose déjà d'acquis, auquel vous devez vous soumettre. Mais chaque fois, le seul tort que vous avez eu, c'est d'avoir eu raison très tôt. Et dans ce qui vient de se dessiner ces 2-3 dernières semaines, depuis le 20 août jusqu'à l'heure où je vous parle, on vous a sommé de vous associer à quelque chose qui n'est pas basé sur l'égalité et la justice. Vous avez juste eu besoin de laisser 1 semaine, 2 semaines, et l'histoire est en train de vous donner raison. Ceux qui ont rejoint ce qui était en train de se dessiner ont commencé à se vider. Et donc, l'inclusivité qui n'était pas totalement là a commencé à s'effriter. Et des associations sortent, et des partis politiques sortent, et ceux qui sont venus de la diaspora sortent, etc., etc. Rejoignant la plus grande masse des Tchadiens qui sont dehors et qui organisent le dialogue du peuple sur la base de ce que le peuple attend pour l'avenir, c'est-à-dire des choses sur la base de la justice et de l'égalité. Voyez-vous, mes chers compatriotes, et en quelques jours, en quelques semaines, vous avez vu, vous êtes des dizaines de milliers à vous inscrire en ligne. On m'a fait état de plus de 25 000 personnes inscrites en ligne pour dialoguer. Parce que nous sommes au XXIe siècle et un dialogue du peuple du XXIe siècle ne peut pas seulement s'organiser physiquement. Donc vous êtes des milliers à vous inscrire en ligne pour organiser le dialogue. Ça ne peut pas s'arrêter parce que dialoguer, c'est dans l'essence même de l'être humain. Vous êtes des dizaines de milliers à vous réunir physiquement. Acte 1, samedi 20 août. Acte 2, samedi 27 août. Et acte 3 qui était prévu dans une amplification encore plus grande, le 3 septembre. Et les organisateurs des monologues qui a commencé à se vider de ses participants ont préféré donc du coup envoyer la brutalité pour arrêter ce qui était en train de se faire par le peuple à travers ce qu'on a appelé le dialogue du peuple. Parce que c'est le peuple qui se retrouvait dans une place publique qui lui appartient pour organiser un dialogue de manière pacifique et dans toute la diversité.
Donc ceci, je crois, a montré au monde entier la brutalité avec laquelle on a répondu à ce peuple-là, a montré au monde entier. Je n'ai même pas besoin de revenir là-dessus. Il y a eu 279 arrestations, plus des gens qui étaient en prison dans leur siège. Donc si vous ajoutez tout ça, ça fait à peu près 350 personnes. Il y a eu des violences faites sur plus de 100 personnes qui ont été littéralement blessées. Il y a eu les confiscations des droits. Il y a eu l'arbitraire. L'arrestation arbitraire suivie de la détention arbitraire. Au-delà des délais même, je dirais, légaux, de garde à vue. Il y a eu donc des violences physiques, des violences morales, dans une période qu'on dit celle qu'on voulait consacrer au dialogue. Et donc je crois que le monde entier a assisté à quelque chose qui n'honore ni notre pays, ni l'Afrique. Et cette chose-là, c'est ce que nous avons appelé le monologue à main armée. Ça s'est clairement montré, image à l'appui, pour que le monde entier voit cela. Alors mes chers compatriotes, la question c'est, pourquoi cela? Surtout que c'était arrivé au moment où nous étions en discussion avec les chefs religieux et des aînés pour trouver un accord pour que les deux démarches parallèles du monologue d'un côté et du dialogue du peuple de l'autre, si ça pouvait se croiser sur la base de la justice et de l'égalité. C'est à ce moment-là qu'il a été décidé de perpétrer cette violence, de procéder à des arrestations, de confisquer les droits élémentaires. Et vous avez vu les images que personne ne peut défendre, que personne de raisonnable ne peut défendre. Alors vous vous posez la question de qu'est-ce qu'on fait? La suite c'est quoi? Mais la suite, c'est que c'est irrationnel, c'est inexplicable, cette violence gratuite, cette terreur sur la population tchadienne qui a été menée là, puisque ça relevait de l'irrationnel et de l'indéfendable. Si le bon sens est en train de revenir et que ceux qui ont organisé ça ont finalement enlevé ce qu'eux-mêmes ils ont causé, nous allons devoir donc reprendre les choses au moment où nous les avions, à l'endroit où nous les avons arrêtés d'une certaine manière. Et cet endroit, c'est les conditions d'égalité et de justice qui vont permettre d'arriver à un vrai dialogue du peuple. Parce qu'à la fin, il doit y avoir un gouvernement de transition du peuple qui ne peut être basé que sur la base de la justice et de l'égalité. Et donc, ce que je tiens à vous dire, et c'est le message de ce soir, après ces incidents, après ces blessures, après ces injustices, parce que nous sommes résolument tournés vers l'avenir, nous ne nous laissons pas perturber par cela. Ce n'est pas la première fois qu'on a confisqué nos droits. Et vous vous souvenez, pendant 3 ans, on avait dit que nous n'étions pas en droit d'exercer. Est-ce que cela nous a empêchés d'exercer? Pendant des mois, j'allais dire, plusieurs fois, à plusieurs reprises, nous avons été bloqués dans ce même siège avec des dizaines de personnes. Il y a eu des arrestations, plus de 1300 personnes arrêtées, plus de 500 personnes blessées. Lors de la résistance phase 1 des 120 jours de colère du peuple, assorti même de 17 personnes qu'ils ont abattues. Est-ce que vous avez eu l'impression que tout ça nous a fait faiblir? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il a fallu que nous leur demandions la permission pour nous engager pour ce en quoi nous croyons? Évidemment non. La même méthode, nous sommes ce même peuple-là. Ce même peuple qui a organisé la résistance phase 1 de 120 jours qui ont conduit à mettre fin aux ambitions de 6e mandat. Ce même peuple-là a décrété 60 jours de résistance. Ces 70 jours de résistance vont continuer avec la stratégie que vous avez définie, avec la méthode que vous avez définie, avec le timing et le tempo que vous vous êtes vous-même imposé, parce que lorsqu'il fallait faire tout cela, vous n'aviez pas demandé la permission à qui que ce soit. Et donc, c'est cette ligne-là qui va continuer, c'est cette démarche-là qui va continuer. Donc, oui, nos conditions, les 2 conditions qui étaient indépendantes de l'incident de parcours qui est arrivé là, et qui n'enlèvent en rien ces 2 éléments de conditions qui restent sur la table et pour lesquels nous devons trouver une solution pour nous entendre. Si nous ne nous entendons pas, les 2 démarches parallèles vont continuer. Et justement pour montrer
notre bonne foi. Encore une fois, puisque vous vous souvenez, le 20 août, nous avons dit par bonne foi, vous étiez plusieurs dizaines de milliers, on aurait pu marcher sur le palais du 15 janvier. Nous ne l'avons pas fait. Ensuite, vous êtes revenu le 27 août. On aurait pu encore le faire. Nous ne l'avons pas fait parce que, justement, pour la première fois, nous voulions laisser la chance à ce que l'ouverture soit assortie d'une suspension. Cette suspension n'a pas eu lieu. Ensuite, il a fallu que des aînés et des religieux s'impliquent. Nous avons donc souhaité leur laisser la chance de mener les discussions qui devaient aboutir le 1er septembre à une conclusion. Et c'est au moment où nous étions en train de recevoir cette conclusion-là que finalement une attaque a été faite d'une certaine manière et sur le siège et sur nos militants. Cette fois-ci, l'incident que je considère comme clos, et clos parce que nous devons regarder l'avenir, parce qu'il est clos, nous donne maintenant la possibilité de repartir pour la suite de ce combat, en commençant, en tout cas en reprenant là où nous nous sommes arrêtés. Et là où nous nous sommes arrêtés, c'est cette discussion-là qui ont continué. Et cette discussion doit donc continuer. Mais pour que justement les discussions se passent dans la sérénité, il ne peut pas y avoir d'un côté ceux qui continuent à discuter dans leur monologue, alors même que nous sommes en discussion avec les leaders religieux et les aînés auxquels nous faisons confiance et les partenaires de notre pays auxquels nous faisons confiance et les diplomates africains, etc., qui sont impliqués ici et là. Et les bonnes volontés aussi, parce qu'il y en a quelques-uns autour du Conseil militaire de transition auquel nous faisons aussi confiance pour continuer à échanger. Eh bien, pour rendre cela possible, ce que nous mettons sur la table, c'est une demande que j'appelle une demande de trêve croisée. Cette trêve croisée, c'est quoi au final? Il s'agit de dire, si les travaux au niveau du dialogue, du monologue, du palais étaient suspendus d'une durée par exemple de 10 jours, c'est raisonnable. Lorsqu'on a vu qu'à Doha par exemple, les gens ont dû travailler ensemble, en tout cas suspendre les travaux et rester plus de 5 mois. Nous ne demandons pas les 5 mois. Nous sommes plus nombreux au Tchad ici, mais nous demandons par exemple une dizaine de jours, raisonnable. Si les travaux étaient suspendus à ce niveau-là, nous aussi, nous allons laisser la chance à ce que les discussions aient lieu pour aboutir. C'est notre manière à nous d'aller donner de la considération à ces leaders, à tous ces gens de bonne volonté qui sont impliqués pour qu'on trouve un point d'entente parce que nous sommes des hommes et des femmes de dialogue. Mais si les travaux se poursuivent, nous allons aussi poursuivre avec le dialogue du peuple en parallèle. Donc oui, nous demandons une sorte de trêve croisée et nous interpellons donc ceux qui continuent les discussions comme si de rien n'était dans la salle, alors même que cette inclusivité minimale qu'ils avaient, qui était déjà bancale, est en train de s'effriter et ce n'est pas nous qui disons. Ce sont même y compris des leaders religieux, des aînés, des gens de la diaspora qui sont repartis, des partis politiques, plus d'une centaine, des associations, etc., qui sont sortis de cette salle pour dire qu'au final, c'est nous qui étions restés dehors là, qui avons raison. Donc, il y a tant de raisons qui peuvent expliquer ou justifier une suspension technique raisonnable pour nous permettre de trouver un point d'entente. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire croiser. Vous savez, si vous êtes en guerre et que l'adversaire avance et vous demande de mettre une trêve, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux avec lui-même. Et donc, s'il y a suspension d'une démarche d'un côté, eh bien, il doit y avoir suspension d'une démarche de l'autre. Parce que sinon, alors, ils n'ont pas demandé l'avis. En tout cas, les nôtres, avant de faire ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes aussi en droit, sans demander leur avis, de faire ce que nous sommes en train de faire. Et si nous devions nous retrouver à la table de l'égalité de la justice, alors nous devons, d'une certaine manière, avoir une trêve croisée, une sorte de suspension croisée. Et c'est ça que nous mettons sur la table. Ça nous permettra d'avoir l'occasion d'échanger, de discuter et de trouver un point d'entente. Si nous ne trouvons pas un point d'entente, alors les deux démarches parallèles doivent continuer pour aboutir à ce que je vous ai dit. Il y aura 2 chartes, il y aura 2 gouvernements à la fin. C'est ça à quoi nous allons arriver. Si on ne souhaite pas ça et personne ne souhaite que cela arrive, alors nous avons l'obligation de nous entendre. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est devenu très clair pour tout le monde que entre le début de l'ouverture du monologue du palais et aujourd'hui, il y a moins de gens dans leur salle. Il n'y a pas eu des gens qui sont venus les rejoindre. Il y a eu plutôt des gens qui ont quitté là-bas pour nous rejoindre. La liste, vous la connaissez. Ça, c'est la réalité des choses.
Et on ne peut pas étouffer cette réalité à l'aide simplement de l'arme. Parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et ceci, évidemment, vous voyez bien que ça ne nous intimide nullement et ça ne nous donne pas le droit de modifier la démarche que vous avez co-conçue, que nous avons co-conçue ensemble, parce que c'est une démarche qui veut être basée sur les principes d'égalité et de justice. Et donc, oui, tout en voulant dialoguer, nous devons faire les pas les uns vers les autres. Et pour faire les pas les uns vers les autres, les uns ne peuvent pas continuer à débattre et à prendre des décisions sur des choses qui vont nous engager s'ils nous respectent, s'ils respectent les démarches que même certains disent avoir prises pour permettre d'aller vers les autres et de ramener les conclusions des discussions. Ces conclusions ne peuvent pas venir s'ajouter à quelque chose qui a déjà été scellé en avance. Ce sera ce qu'on appelle en expression un travail arabe d'une certaine manière. On va faire pour défaire, ça n'aidera absolument personne. Et donc pour éviter cela, il est pertinent de suspendre les travaux. Il est de l'ordre du bon sens de suspendre les travaux pendant quelques jours pour permettre que de manière intense, qu'on implique toutes les énergies, toutes les intelligences pour, convaincre ceux qui étaient restés sceptiques jusque-là, aller dans la salle, deux, ramener dans la salle ceux qui en sont sortis avec des arguments qui vont dans le sens de ceux qui étaient restés, et trois, convaincre ceux qui menacent de partir, de rester dans la salle. Vous voyez qu'il y a 3 fois plus de travail à faire aujourd'hui entre le début de l'ouverture du monologue du palais et la date d'aujourd'hui. Et donc, il faut avoir l'humilité simplement de dire qu'on s'est trompé de chemin, qu'on s'est trompé d'approche, essayons une autre approche. Si ceux qui organisent le monologue du palais aujourd'hui veulent s'inscrire dans cette démarche-là, nous sommes prêts dès demain matin à en discuter. Et je crois que le bon sens voudrait qu'ils suspendent donc les travaux. Je voudrais donc vous dire, à vous mes chers compatriotes, qui depuis des semaines là, vous êtes engagés, qui avez souscrit à cette résistance à laquelle nous avons appelé. C'est une résistance pourquoi? C'est une résistance pour la justice et pour l'égalité. Parce que le Tchad de demain, c'est à ça que nous devons arriver. Et ça c'est fondamental. Ce Tchad de demain auquel nous devons arriver, c'est un Tchad, à condition que ça soit sur la base de la justice et de l'égalité. Parce que nous sommes plusieurs peuples. Peuple du Nord et ce troupeau immense. Peuple du Sud qui labourent leurs champs. Partout, montagnards, pêcheurs et commerçants, soyons un seul peuple qui s'avance. Ça, ce n'est pas mes écrits ou mes dires. Ça, c'est un couplet de l'hymne de notre pays. Nous sommes plusieurs peuples. Nous sommes plusieurs cultures. Nous sommes plusieurs opinions. Et ce n'est que l'égalité et la justice qui peuvent faire qu'un peuple multiple comme le nôtre, qui se retrouvait autour des royaumes du Kanem, du Bornou, du Chariba-Girmi, des royaumes Sahara du Sud, des chefferies traditionnelles dans le Mayo-Kébi, etc. Tous ces peuples, toutes ces cultures-là, la seule chose qui doit les unir, c'est quoi? C'est la justice et l'égalité. Et vous êtes en résistance, pourquoi? C'est pour la justice et l'égalité. Et donc, si nous voulons bâtir un Tchad de demain, qui ne va pas se retrouver encore 60 ans plus tard, comme c'est le cas aujourd'hui, sans constitution, donc sans pacte social, et donc en réalité, sans une sorte de destin en commun. Et où ceux qui ont quelques armes pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les uns et les autres. On vient encore de voir la démonstration. Est-ce que c'est ce Tchad-là que nous voulons? Non. Si tel est le cas, alors, nous devons nous arrêter et bâtir sur le roc de la justice et de la vérité. Parce que quelqu'un me souffre à l'oreille que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le ciment d'une nation, c'est d'abord la justice et l'égalité. Les Tchadiens ne doivent pas avoir la condamnation de vivre ensemble, dominé par un petit groupe qui est armé. Ils doivent avoir le plaisir de vivre ensemble dans la justice et l'égalité. Vous êtes en résistance, pourquoi? Pour la justice et l'égalité. Et les Tchadiens qui veulent la justice et l'égalité sont majoritaires. Et lorsque nous disons que si nous ne nous y prenons pas, c'est la dernière chance, et c'est bien la dernière chance, alors nous allons nous retrouver avec 2 Tchads. Les 2 Tchads, ce n'est pas 2 Tchads sur la base de la géographie, ce n'est même pas 2 Tchads sur la base ethnique, ce n'est même pas 2 Tchads sur la base de la manière de prier, ce n'est pas 2 Tchads sur la base de la manière de s'habiller ou de la morphologie. Non, c'est 2 Tchads. Le Tchad de ceux qui veulent la justice et l'égalité seront d'un côté, et le Tchad de ceux qui veulent l'injustice et l'inégalité se retrouveront de l'autre. Voilà
à quoi nous serons obligés d'arriver. Cette dislocation, personne ne souhaite. Et si nous ne souhaitons pas arriver à cela, nous devons installer maintenant la justice et l'égalité. C'est pour ça d'ailleurs que, à partir de 10 pages, de plusieurs propositions, de plusieurs demandes, de plusieurs exigences, nous avons fait suffisamment de concessions pour arriver à quoi? Pour arriver simplement à deux choses. Deux choses qu'on ne peut pas abandonner. Parce que ces deux choses-là, ce sont les ciments de la dignité d'un peuple. C'est la justice et l'égalité. Et donc, nous ne devons plus continuer avec un système où parfois les gens se choisissent, quelques cousins, quelques amis, quelques gens appartenant à une seule même famille politique, une même famille biologique, une même famille tribale, etc. Ou une même famille même d'intérêts venant de toutes les parties du Tchad, mais un petit groupe qui défend comme un club d'amis ses propres intérêts, va se mettre dans une salle décidée au nom du peuple et ignore les autres. Ça, ce Tchad-là, nous n'en voulons plus. Voilà le mobile et le combat qui est le nôtre. Et donc, c'est autour de cela, et ce n'est que pour cela que nous devons continuer la lutte. Et si hier, les intimidations, les tueries, les assassinats, les arrestations, les blessures ne nous ont pas arrêtés, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons reculer. Donc, je voudrais dire à vous, mes chers compatriotes, tous les acquis que nous avons obtenus au prix de notre sueur, au prix de notre sang, nous n'abandonnerons aucun mètre carré sur cela. Et ensuite, ce que nous exigeons pour la suite, c'est sur la base de la justice et de l'égalité. S'il n'y a pas la justice et l'égalité, alors nous n'avons rien à faire ensemble. Parce qu'il n'y a pas de demi-justice. Il y a justice et injustice. Parce qu'il n'y a pas de demi-égalité. Il y a égalité et inégalité. Parce qu'il n'y a pas de demi-dialogue. Il y a dialogue et monologue. Voyez-vous? C'est pour cela qu'on ne peut pas transiger avec cela. Il n'y a pas de demi-dignité. Il y a dignité et indignité. Si on est conscient de cela, et si on veut bâtir un Tchad dans lequel tous les peuples qui constituent aujourd'hui le Tchad, toutes les cultures qui constituent aujourd'hui le Tchad, toutes les diversités qui constituent aujourd'hui le Tchad, si nous voulons, comme nous espérons, bâtir un Tchad arc-en-ciel, ce n'est que sur la base de la justice et de l'égalité. Et dans une période comme celle-ci, où finalement, personne n'est élu, parce que nous sommes dans une période transitoire, qui a le droit de dessiner quelque chose pour les autres? Personne n'a aucune légitimité. Et j'ajoute, personne n'a aucune légalité, au final. Et donc, tout le monde peut se permettre de dire qu'il peut faire quelque chose au nom de tout le monde. Et donc, la meilleure manière de ne pas arriver à cela, avec chacun qui sort avec sa solution, c'est justement d'entendre les exigences des uns et des autres dans le respect, pas dans la terreur, comme ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et donc, je vais finir cet échange bref avec vous, simplement pour dire que ce que nous avons collectivement co-désigné, co-conçu, nous allons le continuer comme nous l'avons conçu. Et ensuite, parce que nous voulons, par bienveillance, faire en sorte que nous trouvions un consensus, nous mettons sur la table cette demande. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a une demande de suspension technique qui va permettre que, en quelques jours, nous consultions les uns et les autres pour trouver une solution commune. Et si nous trouvons cette solution commune sur la base de l'égalité et de la justice, la prochaine reprise, nous serons tous ensemble. S'il n'y a pas ce consensus, alors chacun va évoluer vers son chemin, vers ce qu'il pense être juste pour le peuple tchadien dans une période qui est une période transitoire. Et la fin de la transition que les Tchadiens ont acceptée sous réserve que l'égalité et la justice soient au rendez-vous, c'est le 20 octobre prochain. Au 20 octobre prochain, il doit y avoir un nouveau gouvernement, celui du peuple, sur la base de la justice et de l'égalité. Et si on n'a pas trouvé de consensus, chacun va donc créer son gouvernement. Chacun va avoir sa charte. Chacun va organiser son processus. On va se retrouver donc factuellement, probablement avec deux Tchads. Personne n'a intérêt à ce que ces deux Tchads-là arrivent. Et si tel est le cas, nous avons l'obligation de nous entendre. Voyez-vous? Et donc, nous arrivons à une période que j'appelle la période de clarification. Et après la clarification, il y aura deux choix. Soit la réunification de ces deux démarches parallèles qui sont révélateurs de deux modèles de société, de deux approches, de deux visions de la société. Ou alors, ce sera la rupture.
Clarification, réunification ou rupture. Voilà ce à quoi nous sommes en train de nous acheminer. Et je crois que les leaders religieux ont lancé l'alerte. Que nous sommes à 2 doigts d'une rupture terrible pour notre pays. Cette alerte-là, chacun de nous doit avoir l'humilité de l'écouter. Si on fait une politique d'autruche, de fuite en avant et de terreur, on va se retrouver avec un Tchad qui va se disloquer, avec plusieurs Tchads. Et ça, nous nous battons pour l'égalité et la justice, justement pour ne pas arriver à cela. J'espère que chacun a pris la mesure de la période à laquelle nous sommes rendus aujourd'hui. Et ce peuple qui se met debout pour la justice et l'égalité souhaite s'asseoir à la table de la dignité et du respect. Et ne va s'asseoir qu'à la table de la dignité et du respect. Parce qu'il s'est mis debout au prix des sacrifices pour la justice et pour l'égalité. À vous les 279 qu'on a arrêtés, torturés, parmi lesquels des femmes qui allaitent encore des bébés, parmi lesquels des gens qui étaient malades, parmi lesquels des gens qui se réunissaient simplement dans des bureaux, je voudrais vous dire toute mon admiration. Votre souffrance est une souffrance que le monde entier a vu comme quelque chose de pas du tout défendable. Vous qui avez été privés de vos droits pendant 4 jours à votre siège, y compris des enfants qui passaient juste par là pour prendre un thé ou boire un peu de l'eau et qui devaient ressortir pour rentrer chez eux et qui ont finalement été pris au piège d'une certaine manière. Je voudrais vous dire aussi mon admiration. Vous qui, peu importe votre casquette, vous êtes mobilisés ici au Tchad, au niveau de la diaspora, pour exprimer votre solidarité par rapport à ce qui se passait là, qui n'était pas du tout défendable. Je voudrais vous exprimer mon remerciement. Vous, les bonnes volontés, en premier lieu, les chefs religieux de notre pays, l'ancien président de la République, le président Goukouni, les aînés, généraux à la retraite, anciens maires, etc., qui avaient bien voulu, en tout cas, faire jouer le sens de la raison. Pour faire entendre raison, je voudrais vous exprimer mes remerciements. Vous, les Africains, diplomates, qui avaient aidé dans les négociations à Doha, mais qui avaient jugé utile que si Doha devait même réussir et que N'Djamena ne réussissait pas, ça ne valait pas grand-chose et qu'ils voulaient continuer à aider, je voudrais vous exprimer mes remerciements. Des leaders africains, des chefs d'État, des diplomates, etc., qui essayaient de vous impliquer pour que nous puissions trouver une entente, je voudrais vous exprimer mes remerciements. Les leaders ici à l'intérieur du pays, des partis politiques, des associations, des organisations de défense des droits des femmes, des droits des hommes qui étaient impliqués, je voudrais vous exprimer mes remerciements. Parmi les militaires, vous qui avez voulu faire jouer votre objection de conscience, dans les débats, dans les discussions, dans même pratiquement une sorte un peu d'hésitation par rapport aux ordres qu'on vous donnait et qui d'une certaine manière avaient aidé aussi à ce que la voie de la raison revienne, je voudrais vous dire merci. Vous qui, autour du gouvernement du Conseil militaire de transition, ou autour même de la présidence du Conseil militaire de transition, etc., qui avaient encore le sens de la raison, du bon sens, et qui, à votre manière, avaient poussé aussi les uns et les autres à se rendre compte que ce qui était en train d'être offert comme spectacle ne servait à rien, je voudrais vous exprimer mes remerciements. Vous les diplomates peut-être, qui pendant longtemps avaient voulu pousser les uns et les autres à se joindre à ce dialogue, mais qui en quelques jours vous vous êtes rendu compte que le peu de sincérité qui pouvait encore exister s'effritait et qui avait voulu peut-être pousser pour que les gens entendent raison. Je voudrais vous exprimer mes remerciements. Et puis, je parlerai d'une solidarité hors norme que j'ai vue des leaders panafricanistes à travers le continent africain qui ont exprimé, ils sont artistes, ils sont leaders politiques, ils sont philosophes, ils sont etc., etc. Je voudrais vous remercier. Vous savez, quand il y a besoin d'entendre l'humain et que l'humain s'exprime, indépendamment des divergences qu'on peut avoir, etc., à ce moment-là, je crois qu'on retrouve le sens de ce que j'appelle l'essentiel. Vous, les Tchadiens de la diaspora, mention spéciale à vous, qui vous êtes engagés, qui êtes déterminés, qui, à travers ce qui est en train de se passer, pour certains parmi vous, dans les oreilles desquels
Parfois, les phrases du genre « il ne faut pas attendre d'être victime directe d'une injustice avant de se sentir concerné », passer comme une lettre à la poste, peut-être qu'en vivant plus près ces souffrances, en vivant plus près ces injustices, vous avez réalisé la pertinence de notre demande et notre exigence pour la justice et pour l'égalité. Vous là aussi, je tiens à vous dire mes remerciements. Et puis cette solidarité extraordinaire qui s'est manifestée. Certains parmi vous, pendant que nous étions enfermés ici, vous avez livré de la nourriture à ceux qui étaient en prison. Vous êtes mis aussi à genoux devant, non pas un homme, non pas devant un général ou devant un docteur, non pas devant un riche ou devant un puissant. Vous êtes mis à genoux devant le Dieu de justice pour que justement les Tchadiens, nous ayons une sorte d'énergie renouvelable pour nous mettre debout pour la justice justement et pour l'égalité. Je tiens à vous remercier, vous les intercesseurs, vous les brigades de prière, etc. Cette lutte que nous menons, c'est une lutte avec un plus. C'est une lutte particulière qui puise dans notre âme. Vous qui êtes venus de l'intérieur du pays, des différentes provinces, etc., pour participer à cet acte 3 du dialogue du peuple, et qui vous en avez été privés, mais vous n'en avez pas été dessus finalement, de vivre en direct. Si besoin en était encore des preuves qui montrent bien que le combat que nous sommes en train de mener est un combat noble et digne. Je voudrais vous dire à vous aussi merci. Merci à chacun de vous pour cet engagement. Vous m'avez donné une énergie incroyable. Je me suis senti comme si j'étais 4 jours en pèlerinage, en moment de méditation. Et je ressors aujourd'hui mieux, plus galvanisé encore, avec plus d'énergie, plus de détermination. Et vous avez vu, le travail a recommencé. De belles. D'ailleurs, à la place du balcon de l'espoir, c'est là-bas que ceux qui étaient emprisonnés au siège ont retrouvé ceux qui sortaient des prisons. Et c'est où? C'est à la place du balcon de l'espoir. Avec nos chants, avec nos inspirations, avec nos prières, avec nos énergies, nous nous sommes mis debout pour dire que rien, vraiment rien, personne n'arrêtera cette marche qui est une marche pour la dignité et la justice. Alors oui, ce balcon d'où nous sommes, c'est le balcon de l'espoir. Nous allons continuer à diffuser l'espoir. Et c'est cet espoir-là qui va nous conduire à la terre promise, de la justice et de l'égalité. Et c'est avec ça, avec l'espoir de ce Tchad nouveau arc-en-ciel, enfin bâti sur le roc de la justice et de l'égalité, que je voudrais vous laisser. Voilà, j'ai voulu avoir ce moment d'échange simplement dans la simplicité avec vous, et le dialogue continue. Donc continuez en ligne le dialogue du peuple, continuez dans vos cafés le dialogue du peuple, continuez dans vos marchés le dialogue du peuple, délocalisez, continuez partout où vous êtes, dans vos lieux de vie le dialogue du peuple. Et puis, nous allons continuer aussi à la place du balcon de l'espoir, le dialogue du peuple. Mais pendant ces jours devant nous, nous espérons que le bon sens va animer les uns les autres de manière à ce que nous puissions aller mettre une pause croisée, une sorte un peu de trêve croisée, une sorte un peu de suspension croisée, pour nous permettre de nous entendre. Pas nous seulement de l'intérieur, mais pour laisser même la chance à ce que nos frères qui sont restés hors du pays avec des armes puissent aussi nous rejoindre. Parce que même si nous de l'intérieur devions être tous réunis dans cette salle et que nous n'avons pas mis les bouchées doubles pour amener ceux de dehors qui hésitent à venir nous rejoindre, ce serait toujours un accord partiel. Ça voudrait dire qu'une partie de l'accord ne se trouverait pas dans cette salle. Nous ne viendrons nous asseoir dans cette salle que si nous sommes convaincus que les conditions de justice et d'égalité sont là. Si les conditions de justice et d'égalité ne sont pas là, ça se fera sans nous. Mais ce n'est pas parce que ça se fera sans nous, nous, peuple. Ça ne s'est fait sans nous, nous, peuple qui voulions la justice et l'égalité. En 2018, est-ce que la 4e République a survécu? Non. Ça s'est fait sans nous aussi, en 2020, lorsqu'ils ont fait ce que vous avez vu là, pour entériner les volontés de 6e mandat, etc. Est-ce que finalement, ce 6e mandat a eu lieu? Évidemment que ça n'a pas eu lieu. Est-ce que cette 4e République qu'on avait dit c'était la meilleure des républiques continue à exister? Évidemment non. Est-ce que cette constitution d'apartheid que vous avez indexée, que vous avez critiquée, que vous avez voulu rejeter là, est-ce qu'elle existe encore? Est-ce que les conclusions des résolutions des faux débats de 2018 et de 2020 ont existé? Alors donc si on veut faire la même chose en 2022, ce sera sans nous. Mais cette fois-ci, à la différence des précédentes, ce sera la dernière chance.
Voilà pourquoi nous avons l'obligation soit de nous entendre, soit alors à la fin, s'il n'y a pas la justice et l'égalité, il y aura 2 Tchad. Si on ne veut pas aboutir à 2 Tchad, et c'est notre souhait de ne pas aboutir à 2 Tchad, nous devons mettre la justice et l'égalité. Parce que ceci n'est pas négociable. Donc, la ligne rouge du peuple tchadien aujourd'hui, c'est l'injustice et l'inégalité. La ligne rouge, c'est des plans de succession dynastique. La ligne rouge, c'est la bondocratie. Et la ligne verte, parce que nous avons toujours une option positive. La ligne verte, c'est l'égalité et la justice. La ligne verte, c'est la démocratie pour que l'urne portée par le peuple soit plus puissante que l'arme portée par quelques individus. Parce que si tel n'était pas le cas, alors on voudrait dire donc aux Tchadiens, si vous voulez avoir une portion du Tchad à diriger, prenez les armes. J'ai bien peur que les uns et les autres vont commencer à s'armer, à avoir des groupes armés, parce que si tel devait être le cas, on ne parlerait donc plus de démocratie. Et s'il n'y a pas de démocratie, alors chacun va diriger un bout du Tchad. S'il y a la démocratie, c'est sur la base de la justice et de l'égalité. C'est bien la dernière chance. Donc, mobilisons les énergies pour que nous puissions transformer les cœurs, transformer cette réalité obscure pour en faire quelque chose de lumineux pour l'ensemble du peuple tchadien. Ça va nous permettre d'arriver à la terre promise de l'égalité et de la justice et donc d'arriver à ce Tchad arc-en-ciel. C'est notre rêve le plus important et c'est pour ça que nous nous battons bec et ongle. Je vous remercie pour votre attention et continuons le débat. Continuons le dialogue du peuple partout où vous êtes. Et d'ici peu, vous allez voir aussi des dialogues du peuple qui vont commencer à s'animer à partir du siège de l'espoir. Et il y aura des débats télévisés, etc. Je vous invite à venir aussi y participer en discutant dans toutes les langues du pays. Parce que la langue de la transformation du Tchad, la langue de l'avenir du Tchad, c'est bien la justice et l'égalité. Et vous pouvez le faire donc dans l'ensemble de ces différentes langues qui constituent notre culture et nous allons y parvenir. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous garde et comme on dit en arabe, Leila Saïda. Je vous remercie.